Bonjour tout le monde. On va pas tarder à commencer. On va faire, maintenant on va faire deux cours et après on va faire le troisième cours à 14 heures. D'accord? On va faire l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'ovulation. Et je vous demande d'être à l'heure, d'accord? Pour, pour ne pas avoir de difficulté à ajouter les gens. D'accord? Allez, on commence. On va commencer par l'axe gonadotrope, d'accord, féminin, ou bien l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien, d'accord? C'est juste pour connaître les différentes hormones et comment ça se passe pour permettre d'excréter les différentes hormones et surtout pour aller vers une ovulation, d'accord? Bien sûr, vous avez l'hypothalamus, généralement, euh, on aura une sécrétion de la GnRH. Et je vous ai dit d'être à l'heure, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne pourrais pas vous ajouter. D'accord? Voilà, on a l'hypothalamus qui va excréter la GnRH, l'hypophyse qui va nous excréter la LH, la FSH. On va voir toutes ces hormones, c'est quoi. Et puis, ça va agir au niveau de l'ovaire pour avoir l'œstrogène et la progestérone et un peu de testostérone. Comme introduction, l'axe hypothalamo-hypophysaire intervient dans le contrôle de la fonction de la reproduction, d'accord, dans l'espèce humaine. C'est le bon travail de cet axe-là, d'accord, qui va nous permettre d'avoir une ovulation et bien sûr euh, d'avoir une fécondation après. Il faut savoir que c'est différent entre l'homme et la femme. Chez l'homme, l'axe gonadotrope fonctionne comme un régulateur en constante, d'accord, de la concentration plasmatique de la testostérone, qui diffère chez la femme, d'accord. Chez la femme, il y a une variabilité au cours du temps, d'accord, au cours du mois de menstruation, ou bien le mois avant d'avoir les règles, on aura, d'accord, les différents temps de, ce, de ce cycle-là. D'accord? On va voir comment agissent les différentes hormones. Les organes et les hormones impliqués, bien sûr, au niveau de l'hypothalamus, c'est généralement les neurones hypothalamiques qui sécrètent une neurohormone qui est la GnRH ou bien la LHRH. D'accord? Le fait très important, c'est que ça soit une sécrétion pulsatile. D'accord? Si il y a perte de cette pulsatilité, on n'aura pas d'ovulation. On aura même une aménorrhée, d'accord? Ni ovulation, ni menstruation. Bien sûr, cette pulsatilité, elle se fait par des pics chaque 60 à 90 minutes en moyenne. La GnRH est véhiculée ensuite, après sa sécrétion, par le système porte-hypothalamo-hypophysaire pour aller vers l'hypophyse antérieure ou bien ce qu'on appelle l'adéno-hypophyse. La GnRH stimule la sécrétion de deux hormones par les cellules endocrines gonadotropes au niveau de l'adénohypophyse qui sont la FSH, d'accord? C'est la folliculo-stimulating hormone parce qu'elle intervient surtout dans le développement folliculaire et la LH, c'est la luteinizing hormone, d'accord? Ces deux hormones-là sont véhiculées dans l'ensemble de la sécrétion, de la circulation sanguine pour, bien sûr, agir au niveau des ovaires. Ces deux hormones-là vont stimuler les cellules endocrines de l'ovaire, d'accord? C'est généralement au niveau exactement du follicule. On va voir tout ça après. Ces cellules ovariennes sécrètent deux hormones qui sont les œstrogènes, d'accord, surtout l'œstradiol et bien sûr la progestérone. C'est ça la constitution de hormonale de cet axe-là, hypothalamo-hypophyso-ovarien. Les œstrogènes et la progestérone sont véhiculés
par la circulation sanguine et agissent au niveau de divers organes cibles, comme les seins, d'accord, au niveau cervical et surtout au niveau de l'endomètre. De plus, ces hormones agissent en rétroaction au niveau de l'hypothalamus, soit un rétrocontrôle positif, d'accord, ou bien un rétrocontrôle négatif. Ça dépend du dosage de ces oestrogènes et de la progestérone. Voilà, ça c'est un schéma qui nous montre, bien sûr, les différents organes qui participent dans cet axe-là, d'accord? On a l'hypothalamus avec sa GNRH, l'hypophyse avec la FSH-LH, et bien sûr, au niveau de l'ovaire, on aura la sécrétion d'œstrogène, progestérone qui vont agir au niveau des cellules cibles, d'accord, l'endomètre, au niveau cervical pour excréter la glaire, et pour les caractères sexuels secondaires, surtout pour les seins. Le cycle ovarien, on aura bien sûr une sécrétion différente tout au long du cycle, d'accord, du cycle ovarien. On verra tout ça. Bien sûr, alors que ce schéma il est stable chez l'homme, de nombreuses variations cycliques sont observées chez la femme, comme ceci. D'accord, par exemple, la FSH, elle a tendance à augmenter avant l'ovulation, d'accord, puis un pic au moment de l'ovulation, et puis ça va être très bas. L'ALH, c'est surtout l'hormone de l'ovulation, d'accord? Elle a tendance à augmenter, puis on aura un pic qui va nous permettre d'avoir une ovulation, puis ça va redescendre. Les oestrogènes, ils vont augmenter la première partie du cycle, puis ils vont avoir tendance à baisser un peu. La progestérone, par contre, on va voir, elle est sécrétée très abondamment après l'ovulation. On va voir pourquoi toutes ces variations. Bien sûr, la progestérone est par moments quasi absente, surtout la première partie du cycle, d'accord? De même, la nature de la rétroaction des hormones ovariennes varie en fonction de leur concentration. Ça dépend, ça peut nous donner un rétrocontrôle positif ou bien un rétrocontrôle négatif. Ces variabilités expliquent un fonctionnement cyclique de l'appareil, de l'appareil sexuel féminin. Le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien cyclique, on a généralement deux événements marquants. C'est surtout les menstruations. Bien sûr, c'est quand il n'y a pas une fécondation, d'accord? Là, bien sûr, le cycle va se terminer par des menstruations. Les menstruations, c'est la desquamation de l'endomètre, parce que l'endomètre, il a été préparé pour une nitation. Et s'il n'y a pas de fécondation, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nitation, alors il va se desquamer vers la fin du cycle. Le deuxième élément, c'est surtout l'ovulation, d'accord? Correspond à l'expulsion d'un ovocyte mûr par l'ovaire pour, bien sûr, être fécondé par un spermatozoïde. Ces deux événements sont deux manifestations parmi de nombreuses autres du cycle sexuel féminin. Ce cycle, il a une période de 28 jours en moyenne, d'accord? On peut aller de 25 jusqu'à 35 jours, ça dépend des femmes. Mais en général, c'est 28 jours. Et pour un cycle de 28 jours, l'ovulation, elle est située aux environs du 14e jour. Mais ce n'est pas toujours pour toutes les femmes. D'accord? Par exemple, si vous avez un cycle de plus de 28 jours, l'ovulation, elle peut se faire au-delà de 14e jour. Bien sûr, classiquement, on fait débuter un cycle menstruel, d'accord? On fait débuter, un cycle au moment des menstruations. C'est le premier jour de la menstruation qui correspond au premier jour du cycle. D'accord? Il ne faut pas attendre la fin des menstruations pour dire que le cycle a commencé. C'est faux. C'est le premier jour des menstruations. D'accord?
Bien sûr, on a deux phases. On a une phase avant l'ovulation et une phase après l'ovulation. On va voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pendant ces deux phases-là. Une phase préovulatoire, elle commence du premier jour des menstruations jusqu'au 14e jour. D'accord? Là où il y aura une ovulation. Cette phase-là, on l'appelle une phase folliculaire parce que elle est, elle est marquée par le développement des follicules ovariens. La croissance du follicule ovarien pendant cette phase-là, d'accord, va se faire petit à petit jusqu'à arriver au follicule de De Graaf qui va nous donner, qui va être expulsé, pardon, pour être fécondé. D'accord? Bien sûr, pendant cette phase-là, on aura aussi un développement très important de l'endomètre utérin pour, bien sûr, le préparer à accueillir l'ovule fécondé. D'accord? Pour une nitation. La deuxième phase, c'est la phase qui va du après l'ovulation jusqu'au début des menstruations. Cette phase-là, on l'appelle la phase lutéinique. D'accord? C'est pendant cette phase-là qu'on aura une sécrétion abondante de la progestérone. Bien sûr, là, dans cette phase-là, on a l'endomètre qui continue à se développer et peut recevoir un embryon si l'ovule a été, bien sûr, fécondé. Le follicule ovarien, bien sûr, privé maintenant de son ovocyte, après l'expulsion de l'ovocyte, ce follicule-là va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. C'est ce corps jaune-là qui va nous sécréter, d'accord, de la progestérone. C'est pour ça que la progestérone, elle est très augmentée, d'accord, pendant cette deuxième phase-là. Bien sûr, en cas de fécondation et une implantation de l'embryon dans l'endomètre, une grossesse va commencer. Alors, le corps jaune, il ne va pas disparaître. Au contraire, il va persister sous l'influence des HCG, d'accord, trophoblastiques. Le trophoblast va nous sécréter de l'HCG qui va nous permettre le maintien de ce corps jaune-là jusqu'à ce que la placentation se fait et le relais va se faire par le placenta pour la sécrétion de la progestérone et là, le corps jaune disparaît. Mais s'il n'y a pas de fécondation et d'implantation, d'accord, là, le corps jaune va disparaître. Bien sûr, il régresse à la fin du cycle et l'endomètre utérin se desquame, marquant le début d'un nouveau cycle. D'accord? Là, c'est un schéma qui va vous montrer, bien sûr, que après l'ovulation, d'accord? Là, on a l'expulsion. Bien sûr, la phase folliculaire, on a la maturation des follicules, des différents stades folliculaires, du follicule primaire, puis secondaire, puis le follicule de De Graaf, d'accord? Et au 14e jour, grâce au pic LH, là, on aura une ovulation. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule, là, bien sûr, c'est l'ovule, ce qui reste du follicule va se transformer en corps jaune. Bien sûr, on l'appelle corps jaune parce que macroscopiquement, il a une couleur jaunâtre. D'accord? En même temps, là, après les menstruations, bien sûr, ça c'est l'endomètre, on aura bien sûr un développement de l'endomètre. D'accord? Il va s'enrichir en vascularisation et surtout en glandes, d'accord, tubulaires, qui vont, en quelque sorte, l'endomètre va s'enrichir, d'accord, et très bien se développer pour accueillir l'embryon. D'accord? Bien sûr, après, de, s'il n'y a pas de nidation, d'accord, là, le corps jaune va disparaître totalement après 28, le 28e jour. D'accord? Ce qu'il faut savoir que cette phase lutéale, d'accord, elle dure 10 jours. Le reste, quand vous avez
des cycles longs, ce qu'on appelle les cycles longs supérieurs à 35 jours, là, ça veut dire que c'est la phase folliculaire qui était longue. D'accord? Parce que la phase lutéale, elle est fixe. Ça veut dire que c'est l'ovulation dans les cycles longs qui va être tardive. Elle va être au-delà du 14e jour, d'accord? Soit 17e jour, 20 jours, d'accord? Là, c'est pour les cycles longs. Bien sûr, les principaux événements ovariens au niveau du follicule et menstruels au niveau de l'endomètre sont représentés. Un cycle très important se réalise aussi au niveau du mucus de la glaire cervicale. Là, on va voir comment. Là, c'est le mucus, d'accord? Vous allez, pourquoi j'en parle? Parce que pour voir dans le deuxième cours comment faire le diagnostic d'une ovulation. Bien sûr, là, c'est les phases, c'est les phases du cycle, d'accord? Là, au début du cycle, vous aurez une glaire cervicale vraiment absente, ou si elle est un peu présente, c'est elle est sec. Généralement, on n'a pas de glaire. D'accord? Ou bien parfois, on peut l'avoir un peu humide, blanchâtre ou jaunâtre. En pré-ovulation, d'accord, vers le 12e, 13e jour, elle commence à s'humidifier, elle va être transparente, glissante et filante. Et surtout, au moment de l'ovulation, là, elle est parfaite, d'accord? Elle est très humide, transparente et très filante. Filante, ça veut dire quand vous faites ça avec la glaire, d'accord? Elle reste du bout en bout. Là, quand vous avez cet aspect-là de la glaire, ça veut dire les oestrogènes, d'accord? Ils sont en quantité suffisante, d'accord? Tout au long de cette phase-là. Là, on est sûr qu'il y a une très bonne imprégnation en oestrogène. Puis après, elle va redevenir comme elle était, jusqu'à, bien sûr, soit disparaître ou bien devenir sec. Mais il faut garder au moment de l'ovulation, d'accord, ou bien un jour avant, elle est de cet aspect-là. C'est ce qui nous permet de dire qu'il y a eu une ovulation. D'accord? Les follicules et phases folliculaires, là, c'est juste pour vous montrer les différents stades folliculaires. D'accord? Vous avez au début le follicule primordial. C'est un ovocyte 1, d'accord, entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses. Ça, c'est le début. Bien sûr, ces cellules-là, elles font partie du stock définitif constitué vers le 7e mois de la vie intra-utérine. D'accord? Bien sûr, le stock, il est fait généralement de plusieurs millions de ces follicules. Bien sûr, après, on va voir qu'est-ce qui va leur arriver. Le follicule primaire, il est fait d'un ovocyte toujours 1, entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses cubiques. Et là, on a en plus la sécrétion de la zone pellucide. D'accord? C'est celle-là, la zone pellucide. Bien sûr, c'est juste pour vous montrer, ce n'est pas la peine d'apprendre tout ça. Le follicule secondaire, là, surtout, on a la formation de la granulosa et de la thèque interne. C'est ce qui va nous permettre, d'accord, l'excrétion. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît. Je ne peux pas à chaque fois ajouter les gens, d'accord? Bien sûr, comme je vous disais, c'est surtout la granulosa et cette thèque interne, d'accord? Là, c'est la granulosa. C'est ce qui va nous permettre de, bien sûr, d'excréter les oestrogènes. Alors, vous voyez bien qu'en réalité, ce n'est pas directement l'ovaire qui va sécréter ces hormones-là, mais ces follicules. D'accord? Ça veut dire l'unité
fonctionnelle endocrinienne de l'ovaire, c'est le follicule. D'accord? Bien sûr, après, on aura le follicule tertiaire ou bien ce qu'on appelle le follicule antral. Là, bien sûr, antral parce qu'il y a l'apparition de, de cet entrant. D'accord? C'est du liquide folliculaire qu'il y ait dedans avec un ovocyte de type 1. D'accord? Bien sûr, la granulosa, elle est plus riche. Et bien sûr, on a la tech interne aussi. La tech externe qui va se former aussi. D'accord? Le follicule de De Graaf, c'est la phase ultime. D'accord? C'est là le follicule pré-ovulatoire. C'est lui qui contient l'ovule qui est prêt à être excrété. Bien sûr, on a un volumineux entrant. Et ce follicule de De Graaf, il fait 20 mm environ. D'accord? Et là, même à l'échographie, vous pouvez facilement le voir. Et bien sûr, après, quand vous, par exemple, vous l'avez vu la veille et 2 jours plus tard, vous ne l'avez plus vu, ça veut dire qu'il y a eu une ovulation. Là, c'est les différents stades de follicule. Ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est ce follicule de De Graaf. C'est lui qui va nous permettre d'avoir un ovule mature pour être fécondé. Bon, ça, c'est un schéma juste pour vous montrer les phases, bien sûr, du développement de ce follicule. D'accord? Pour comprendre comment ils sont recrutés, les follicules, il faut savoir que dès le début du cycle, d'accord, c'est pas le premier jour des menstruations qu'il y aura un recrutement. Ce recrutement, il se fait des jours bien avant, d'accord. Bien sûr, de ce fait, l'un d'eux se développe en général plus rapidement, d'accord. Là, vous aurez, euh, vous aurez d'abord le recrutement. C'est quoi le recrutement? 85 jours avant, d'accord, avant l'ovulation. Quand il y aura un début de la phase lutéale, là, on a la formation d'une cohorte de follicules pré-entraux. D'accord? Là, on aura quelques centaines, d'accord, de follicules entraux qui vont être recrutés. C'est ce groupe-là, d'accord, qui va se développer. Ce n'est pas tous les follicules des deux ovaires. Il y a juste un petit groupe, d'accord, bien sûr, sous l'influence de la FSH surtout. D'accord? Puis, 60 jours avant, on a l'apparition de l'entrant. D'accord? Ces follicules-là, on aura une apparition de l'entrant à leur niveau. Puis, une autre phase, une autre fin de phase lutéale, d'accord? On aura le recrutement des follicules susceptibles d'ovuler. Ça veut dire là, vous allez diminuer le nombre des follicules qui vont devenir des follicules post-entraux. D'accord? Puis le début de la phase folliculaire, une phase folliculaire, d'accord? Quand on a un début, il y a ce qu'on appelle la sélection du follicule dominant. C'est là, d'accord? Là, c'est quand il y aura une sélection du follicule dominant, c'est le cycle, d'accord? C'est dans les 14 jours qu'on aura un follicule de De Graaf, d'accord? Là, avant ce cycle-là, c'est le cycle qui nous intéresse, c'est celui-là. Ce qu'il faut savoir, le recrutement se fait plus de 80 jours avant ce cycle-là, d'accord? À peu près. Puis, on aura des follicules en trop. Puis, parmi ces follicules en trop, on aura des follicules qui vont être recrutés à la fin, d'accord, de la phase lutéale avant le cycle où on aura une ovulation.
Au début du cycle où on aura une ovulation, il y aura la sélection du follicule, ce qu'on appelle le follicule dominant. C'est lui qui va devenir un follicule de 2 grammes. D'accord? Parce qu'on n'aura pas plusieurs follicules, follicules de 2 grammes. Normalement, on aura un seul. D'accord? Pour éviter les grossesses, pour éviter, bien sûr, parce que chez l'être humain, les grossesses multiples, d'accord, normalement n'existent pas, d'accord. Mais il y a des cas où on a des grossesses multiples. Mais là, le but, c'est d'avoir un seul follicule de 2 grammes. Ça veut dire un seul ovule, une seule ovulation, bien sûr, et une seule grossesse. Une grossesse avec un seul embryon. C'est ça le but. Puis vers la fin, bien sûr, il y a la dominance. C'est bien sûr ce follicule dominant-là, d'accord, qui va se développer seul. Bien sûr, ce recrutement, il peut se faire dans n'importe quel ovaire, d'accord, et surtout quand on a le début de dominance, là, il y a un seul follicule, donc un seul ovaire qui va continuer à se développer. Et quand il y a cette dominance, tous les autres follicules qui ont été recrutés vont avoir ce qu'on appelle une atrésie. D'accord? Ils vont avoir un phénomène atrétique, alors ils vont tous, bien sûr, disparaître. C'est comme ça que ça se fait, bien sûr, ce recrutement, sélection et après domination. Bien sûr, au 14e jour, là dans le cycle qui nous intéresse, au 14e jour, on aura une ovulation. Bien sûr, de ce fait, l'un d'eux se développe en général plus rapidement pendant la première semaine de la phase folliculaire, arrivant ainsi seul au stade de follicule pré-ovulatoire. C'est ce qu'on appelle le follicule dominant. Ça veut dire on est ici. Les autres follicules qui se sont moins développés, bien sûr, ils vont être atrétiques. D'accord? Ils vont se dégénérer et s'atrésier. Bien sûr, un seul follicule, en général, j'ai mis bien en général parce qu'on peut avoir, bien sûr, 2 follicules, parfois plus. Et ça va nous donner des grossesses multiples. D'accord? Bien sûr, arrive jusqu'à l'ovulation à la fin de cette phase folliculaire. Au niveau de l'axe gonadotrope, le cycle féminin se caractérise par des variations cycliques des concentrations hormonales, comme on l'a vu. La seule exception, c'est la GnRH, dont les pics de sécrétion restent constants. Toutefois, la fréquence de ces pics augmente au cours de la phase folliculaire, ce qui correspond à une augmentation de la stimulation hypophysaire par la GnRH. Pour la FSH-LH, là, la GnRH, on a bien sûr des pics chaque 60 à 90 minutes, d'accord? Pour la FSH et LH, là, leur sécrétion, elle diffère au moment, bien sûr, elle diffère au cours du cycle. Mais ce qui est très important, c'est ce pic-là. C'est ce pic-là qui va nous permettre, bien sûr, l'ovulation. S'il n'y a pas ce pic-là de LH, on n'aura pas d'ovulation. D'accord? Pour les oestrogènes et la progestérone, bien sûr, la progestérone, c'est le corps jaune qui la sécrète surtout. Alors, on aura, bien sûr, une augmentation de la progestérone. D'ailleurs, la progestérone, on l'appelle l'hormone de la grossesse parce que c'est elle qui nous permet de maintenir la grossesse. Bien sûr, le corps jaune, là, après l'ovulation, il va commencer, bien sûr, à la sécréter. Les oestrogènes, elles sont sécrétées, bien sûr, pendant la phase folliculaire, un peu plus en pré-ovulatoire. C'est pour ça que la glaire cervicale, elle est de très très bonne qualité dans cette période-là. Et puis, après l'ovulation, elle a tendance à baisser, mais elle va être bien sûr dans un seuil qui est
environ 200 nanogrammes par millilitre. Les variations observées peuvent s'expliquer par divers mécanismes. D'accord? Pour la phase folliculaire, bien sûr, la première moitié, pour la phase folliculaire, c'est ce qu'on a, la première partie de la phase folliculaire, d'accord? La progestérone est vraiment quasiment absente, d'accord? C'est ça la première phase folliculaire. La GnRH stimule la production de FSH et de la LH qui stimule la production d'œstrogènes par les cellules de la thèque interne et de la granulosa du follicule ovarien. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le follicule qui est l'unité fonctionnelle, bien sûr, pour excréter ces hormones. Ces œstrogènes inhibent en retour l'axe hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Bien sûr, la concentration plasmatique de FSH augmente légèrement pendant cette période-là. Elle se maintient aussi au-dessus du seuil nécessaire au développement des jeunes follicules à entrants. C'est l'hormone qui va nous permettre, bien sûr, d'avoir le développement des follicules. Bien sûr, les follicules à entrants ont besoin d'être stimulés par une concentration suffisante de FSH. Si la FSH se situe en dessous de cette valeur seuil, les follicules entrants ne peuvent se développer. Ça veut dire qu'on a besoin de la FSH pendant cette phase-là pour permettre, bien sûr, aux follicules de se développer. La deuxième moitié de la phase folliculaire, d'accord, la fréquence de la GnRH augmente progressivement. Ceci conduit à une légère augmentation de la sécrétion de FSH et de LH, et ainsi à une hausse de la sécrétion en oestrogène. Quand ces oestrogènes atteignent la concentration seuil de 200 picogrammes par millilitre, ils vont exercer ce qu'on appelle une rétroaction positive sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Bien sûr, il faut retenir ce rétrocontrôle positif. Il est spécifique de l'axe gonadotrope et on doit avoir une concentration en oestrogène supérieure à 200 picogrammes par millilitre, au moins pendant 50 heures. Le follicule dominant, plus on avance dans sa croissance que les autres follicules, d'accord, qui est issu de la cohorte, bien sûr, qui a été sélectionné, la première moitié de la phase folliculaire sécrète davantage de stradiol. Ceci a pour conséquence d'engendrer, par rétroaction négative, une baisse de la sécrétion de la FSH. Et quand on a cette baisse, d'accord, alors on n'aura plus de développement folliculaire. Parce que la FSH qui passe sous le seuil nécessaire à la croissance folliculaire, d'accord, les follicules subissent alors le phénomène atrétique. Bien sûr, le follicule qui est en avance, qui est dominant, lui continue à se développer malgré que cette concentration, elle est faible. Car les cellules de la granulosa ont déjà acquis des récepteurs à la LH. Ça veut dire ceux qui n'ont pas, bien sûr, encore été assez matures à avoir ces récepteurs-là, ils vont bien sûr subir le phénomène atrétique. C'est pour ça il n'y a que le follicule qui a ces récepteurs-là, d'accord, qui va continuer son développement. Les autres, ils vont bien sûr s'arrêter et bien sûr disparaître. D'accord? C'est ça le phénomène qui nous permet d'avoir un seul follicule et non pas plusieurs follicules. Le follicule dominant est donc capable de répondre au pic LH. D'accord? Quand il y aura ce pic LH, il n'y a que ce follicule dominant qui va bien sûr recevoir cet hormone-là au niveau de ses récepteurs et ça va lui permettre d'excréter l'ovule qu'il
contient. C'est comme ça, généralement, que se fait l'ovulation. Bien sûr, l'ovulation, c'est la rétroaction positive des œstrogènes en concentration plasmatique supérieure à 200, induit une forte stimulation des sécrétions de la GNH et surtout, ça va nous donner un pic LH. Ceci va nous conduire à ce pic qui est très important pour une ovulation. Sans ce pic-là, on n'aura rien du tout, d'accord? Et dans une moindre mesure, à un pic de FSH. Mais généralement, c'est la LH. Bien sûr, tout ça a pour conséquence de déclencher notre objectif qui est une ovulation. Bien sûr, ça c'est juste un schéma. Après, juste j'insiste, après l'ovulation, on a le corps. Il faut retenir alors dans cette deuxième explication le rétrocontrôle positif et surtout la pulsatilité. Sans la pulsatilité, on n'aura pas une excrétion de LH, ça veut dire pas d'ovulation. Et si on n'a pas le rétrocontrôle positif, on n'aura pas assez, d'accord, de LH et de FSH qui vont nous permettre, bien sûr, cette expulsion. La deuxième phase, après la phase folliculaire et l'ovulation, on va avoir la phase lutéinique. D'accord? La phase lutéinique, bien sûr, le follicule ovarien transformé en corps jaune va produire de la progestérone. Cette hormone-là va nous exercer un rétro-contrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et c'est pour ça qu'on aura une chute de la FSH et de LH. En même temps, la synthèse d'œstrogène, bien sûr par l'ovaire, diminue leur concentration plasmatique qui va repasser sous le seuil des 200 picogrammes et ces hormones vont retrouver un rôle de rétroaction négative jusqu'au nouveau cycle. Les hormones ovariennes inhibent la sécrétion de FSH et de la LH. La concentration de FSH est ainsi maintenue sous le seuil nécessaire à la croissance des follicules. La concentration de LH, par contre, reste à un niveau suffisant pour assurer la stimulation de la production des hormones ovariennes, surtout la progestérone par le corps jaune. La fin de la phase lutéinique, l'arrêt de l'activité du corps jaune entraîne une chute des concentrations plasmatiques des hormones ovariennes, notamment la progestérone, et donc on aura une forte diminution de l'inhibition qu'elle exerce sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Les concentrations FSH et LH peuvent ainsi recommencer à augmenter. Un nouveau cycle va alors débuter. Bien sûr, ça, s'il n'y a pas de grossesse. D'accord? S'il y a une grossesse, l'activité du corps jaune va se maintenir, évitant ainsi le démarrage d'un nouveau cycle. Ça veut dire qu'on aura toujours la sécrétion de progestérone, alors il n'y aura pas, bien sûr, un nouveau cycle. Tout ça, il est dû à un bon fonctionnement de cet axe-là. Si à un niveau de cet axe-là, cette sécrétion est perturbée, on n'aura pas une ovulation. D'accord? Et je vous remercie pour ce cours-là. Rapidement, est-ce que vous avez des questions pour l'axe hypothalamo-hypophysaire? Normalement, j'ai essayé d'expliquer la GnRH, elle est sécrétée, d'accord? Elle est sécrétée, mais avec des pics pulsatiles, d'accord? Ces pics pulsatiles, et, bien sûr, elle est sécrétée avec un seuil, et puis on a ces pics pulsatiles chaque 60 à 90 minutes. Ces pics-là, ils sont bien sûr très, très importants, d'accord? C'est ça, les pics pulsatiles. Oh. Oui, c'est bon. Rapidement, si vous avez des questions, sinon on entame le deuxième.
deuxième cours et on va répondre parce que c'est presque pareil. Hein. On va entamer ce deuxième cours, d'accord? Et on laisse les questions après. Pour le follicule ovarien, c'est presque la même chose, c'est juste pour vous expliquer un peu l'ovulation et surtout comment faire le diagnostic d'ovulation parce que il faut savoir le faire car il y a beaucoup de cas où on n'a pas une ovulation. Bien sûr, il faut savoir de la puberté à la ménopause, l'ovaire assure les deux fonctions endocrines et exocrines. Exocrine, c'est pour la croissance et la maturation de l'ovule et son excrétion pour être fécondé. Et surtout, endocrine, c'est la sécrétion des stéroïdes sexuels, oestrogènes et progestérone et un peu de testostérone. Bien sûr, l'unité fonctionnelle, c'est le follicule ovarien qui renferme l'ovocyte. Le cycle ovulatoire, un cycle bien sûr ovulatoire, je vous ai dit, généralement c'est 28 jours, mais on peut avoir un peu plus jusqu'à 35 jours. D'accord? La phase folliculaire conduit à l'ovulation. L'ovulation 14e jour, c'est la libération de l'ovocyte. La phase lutéale, comme je viens de l'expliquer, c'est de J15 à J28. Bien sûr, ça prépare surtout la nidation. Pour la structure, il faut savoir que les follicules sont au niveau, bien sûr, périphérique. D'accord? C'est sur la surface ovarienne qu'on a les follicules. Et bien sûr, la médullaire, elle est faite surtout des vaisseaux et des restes embryonnaires. Pour le follicule, bien sûr, c'est l'élément constitutif fondamental de l'ovaire, véritable glande temporaire, d'accord? Organogenèse débute dès le deuxième mois de la vie embryonnaire, d'accord? Déjà, à ce stade de 2 mois, quand un fœtus a 2 mois, bien sûr, on utérin. Bien sûr, c'est là où on a que ça commence la multiplication des ovogones. Bien sûr, on a 6 à 7 millions de follicules primordiaux vers le 7e mois de la vie intra-utérine, d'accord? Mais à la naissance, déjà là, il y a un phénomène atrétique qui se fait. À la naissance, on n'a que 1 à 2 millions de follicules. À la puberté, arrivé à la puberté, on aura presque 400 000 follicules primordiaux. D'accord? 400 subiront un développement complet. Ça veut dire qu'il n'y a que 400 qui vont être matures, d'accord? Follicules de Degraaff, et qui vont nous donner un ovule à féconder. Vous voyez bien, de 6 à 7 millions, on est arrivé qu'à 400, d'accord? Qui vont être utiles. Les autres vont disparaître. Ça, c'est un schéma pour voir les différentes. Voilà, ça, c'est ce qu'on a dit. La folliculogenèse, c'est un ensemble des processus par lesquels un follicule primordial se développe pour atteindre l'ovulation. Ou bien sûr, on a juste 0,1% qui vont réellement arriver à ce stade-là et 99
99,9% va avoir un phénomène atrétique. D'accord? Bien sûr, le lieu, je vous ai dit, ils sont situés au niveau du cortex ovarien. Le processus, il est continu de la puberté jusqu'à la ménopause. La ménopause, c'est quand il n'y a plus d'ovulation et il n'y a plus de menstruation. La différenciation des cellules germinales femelles en ovocytes, gamètes femelles fécondables, c'est un ovocyte qui est bloqué en métaphase 2. Le processus discontinue depuis la vie fœtale jusqu'à la ménopause. Ça veut dire qu'il y a, ce, il y a cette discontinuité parce qu'elle est cyclique. Bien sûr, ça, je vous ai juste un rappel pour la méiose, d'accord? La méiose, bien sûr, on a la réplication d'ADN, l'interface, bien sûr, G1, stade G1, S et G2. La première division réductionnelle et on a une deuxième division réductionnelle. Ça, on va le voir surtout dans dans la fécondation. Bien sûr, le but, c'est d'arriver à un ovocyte qui a 23 chromosomes. D'accord? L'aspect morphométrique, bien sûr, des différents types de follicules, je vous ai montré. On a les follicules primordiaux, les follicules en croissance, primaire, secondaire, tertiaire. Bien sûr, ça, c'est juste pour un rappel. D'accord? Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le follicule de Golgi. C'est lui, bien sûr, qui va nous permettre une expression de cet ovocyte. D'accord? Bien sûr, la dynamique de la follicule jeunesse, c'est un phénomène cyclique sous l'influence. On l'a vu, tout ça. D'accord? Il faut juste relire. C'est juste du laïus. On a fait dans le premier cours. La fonction du follicule, la fonction endocrinienne, c'est surtout d'arriver à avoir des œstrogènes. Pourquoi on les appelle les œstrogènes? Parce qu'il y en a 3. Les œstrones, surtout le stradiol, d'accord, et le striol, c'est le E3. Bien sûr, c'est la teinte interne et la granulosa qui nous sécrètent cet hormone-là, d'accord, bien sûr, qui sont des hormones très importantes. Le contrôle hormonal de la maturation folliculaire, là, on l'a vu, d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est l'ovulation. Bien sûr, l'ovulation correspond à la libération par l'ovaire d'un ovocyte, ou bien l'ovule cellule reproductrice femelle, capable d'être fécondée par un spermatozoïde. Elle correspond à des phénomènes qui englobent, bien sûr, on aura une rupture d'un follicule mûr, émission d'un ovocyte entouré de sa couronne, la transformation méiotique de l'ovocyte contemporain de cette pente ovulatoire. La période périovulatoire correspond à la période de fécondité d'une femme. Cette période dure environ 12 à 24 heures. Elle est déterminée par la durée de vie de l'ovocyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, après l'ovulation, l'ovule, d'accord, il reste en vie environ 24 heures après l'ovulation. D'accord? Dépasser les 24 heures, bien sûr, il va s'attréser. Il va disparaître. C'est pour ça, on conseille, bien sûr, surtout les couples infertiles, bien sûr, de bien diagnostiquer cette période ovulatoire et d'essayer d'avoir, bien sûr, une grossesse pendant cette période-là. D'accord? Bien sûr, il se produit au 14e jour d'un cycle de 28 jours et se continue par la formation du corps jaune dont la dégénérescence, en l'absence de grossesse, entraîne les menstruations qui terminent ce cycle. Comme ceci, on l'a déjà expliqué. Bien sûr, l'intérêt de connaître l'ovulation, c'est connaître les mécanismes de cette ovulation et surtout comprendre le mécanisme de l'inhibition de l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la contraception. On va le faire dans le cours de contraception. Généralement,
la contraception hormonale, on va mimer, d'accord, le feedback négatif. On donne de l'oestrogène et de la progestérone pour créer, bien sûr, à des doses qui vont nous créer une inhibition, bien sûr, de la sécrétion de la FSH et ALH pour éviter le pic ALH et d'éviter l'ovulation. Bien sûr, surtout pour traiter les infertilités, surtout quand il n'y a pas une ovulation. Bien sûr, la connaissance des signes et de la période d'ovulation par la femme lui permet d'optimiser les chances d'avoir un rapport sexuel fécondant. D'accord? C'est très important de connaître cette période-là parce que je vous ai dit, dépasser 24 heures après l'ovulation, bien sûr, généralement, l'ovule ne va pas être fécondé. D'accord? Et bien sûr, au contraire, si elle veut éviter une grossesse, d'accord, elle va éviter cette période-là pour, bien sûr, ne pas avoir de grossesse. La physiologie de l'ovulation, bien sûr, les cycles menstruels apparaissent à la puberté et s'arrêtent à la ménopause. L'ovulation survient habituellement vers le 14e jour du cycle menstruel. Lorsque les cycles sont longs, plus longs, si elle a lieu, l'ovulation survient environ 14 jours avant les règles suivantes du cycle en question. Bien sûr, ça, c'est comme je vous ai expliqué, c'est quand il y a un cycle long, ça veut dire la phase folliculaire qui est longue. D'accord? Par exemple, si vous avez 35 jours, généralement, l'ovulation, elle se fait aux environs du 21e jour. D'accord? Il faut toujours compter que la phase lutéale, d'accord, elle a 14 jours. Le cycle menstruel comprend 3 phases, la phase folliculaire, la phase ovulatoire, ça on l'a vu, d'accord, et ce schéma-là, on l'a vu aussi. Ce qui nous intéresse, c'est ce pic ALH. S'il n'y a pas ce pic, on n'aura pas une ovulation. Bien sûr, ce cycle menstruel et ovulatoire, il est régulé par l'hypophyse, la FSH et la LH. La FSH, bien sûr, c'est la croissance et la maturation des follicules ovariens. La LH, c'est l'hormone, bien sûr, lutéinisante. Son pic induit l'ovulation et sa sécrétion stimule la production de la progestérone par le corps jaune. D'accord? Lutéinique, lutéinisé. Ces deux hormones interagissent avec d'autres qui sont la 17-bêta-oestradiol et la progestérone. La 17-bêta-oestradiol, hormone sécrétée essentiellement par les ovaires et accessoirement par les glandes surrénales, mais les glandes surrénales, c'est vraiment une sécrétion minime par rapport à l'ovaire. Bien sûr, son augmentation progressive provoque le pic de LH qui induit l'ovulation. Son taux témoigne de la qualité de la sécrétion ovarienne. D'accord? La progestérone, l'hormone sécrétée par le corps jaune en deuxième partie du cycle et accessoirement par les glandes surrénales aussi. À chaque cycle menstruel, elle permet de préparer l'endomètre à la nitation de l'œuf. Chez la femme enceinte, la progestérone est sécrétée par le corps jaune, puis il y a un relais qui se fait par le placenta. Bien sûr, elle prépare surtout les glandes mammaires à la lactation. D'accord? C'est ça vraiment le but pendant la grossesse. À chaque cycle, plusieurs follicules présents dans les deux ovaires répondent à cette stimulation de FSH. On aura une cohorte folliculaire. Là, bien sûr, on a expliqué. Un seul follicule va continuer de se développer, bien sûr, au-delà des 10 mm. D'accord? Le follicule dominant contient en son sein l'ovocyte susceptible d'être fécondé. Lorsque le follicule dominant arrive à maturation, sous l'effet toujours de la FSH, un pic hormonal de LH va nous provoquer la rupture et l'expulsion de l'ovocyte hors de l'ovaire. La rupture folliculaire est la résultante de 3 phénomènes. Bien sûr, ces phénomènes, c'est quoi? C'est la vasoconstriction localisée, c'est ce qu'on appelle le stigma à l'apex du follicule dominant. On aura aussi une ischémie totale qui va nous fragiliser la paroi folliculaire. D'accord? Au niveau où il y aura, bien sûr, ça c'est le stigma. D'accord? Là c'est le follicule, là tout ça c'est l'ovaire. D'accord? Et là
où on a ce stigma-là, on aura ce qu'on appelle là une vasoconstriction. Localisée au niveau de ce stigma, c'est pour permettre de chasser, bien sûr, cet ovule. Et bien sûr, il faut une ischémie totale. D'accord? Imaginez par exemple, ce follicule-là, il est là. Alors, on doit avoir dans cette zone-là une vasoconstriction et bien sûr une ischémie du tissu pour permettre une ouverture et expulser, euh, expulser l'eau, le follicule, surtout l'ovule, expulser l'ovule. Bien sûr, augmentation de la tension superficielle du follicule dominant, action protéolytique par les enzymes et surtout les prostaglandines. D'accord? Alors, on aura à ce niveau du follicule, bien sûr, une petite ouverture et une expulsion de l'ovocyte. C'est comme ça, mécaniquement, que se fait, bien sûr, une ovulation. Bien sûr, c'est un ovocyte type 2, d'accord, qui est libéré au moment de l'ovulation. Il contient 2 ADN, d'accord, 23 chromosomes en double. Ça veut dire 63, ça veut dire 46 chromosomes. L'ovocyte 2 deviendra ovule mature, subira sa deuxième division méiotique au moment de la fécondation. C'est au moment de la fécondation, il va perdre un petit pôle, d'accord, et ça va rester 23 chromosomes. L'ovocyte mature va être capté par les franges d'une trompe utérine, d'accord, et va pénétrer dans la lumière de cette trompe-là pour rencontrer un spermatozoïde qui a, bien sûr, qui a été jusqu'à cette trompe-là. Quand il y a la fécondation, l'embryon qui est ainsi formé va poursuivre la migration pour entrer dans la cavité utérine afin de s'implanter dans l'endomètre. C'est ce qu'on appelle la nidation. En l'absence de fécondation, bien sûr, l'ovocyte va être éliminé pendant les règles. Le diagnostic de l'ovulation. Ça, ce qu'on a vu, c'est pour l'ovulation. D'accord? On va voir le diagnostic, vraiment ce qui nous intéresse, c'est comment faire le diagnostic de l'ovulation. Bien sûr, quand vous avez une survenue d'une grossesse, ça, vous avez la certitude qu'il y a eu une ovulation, d'accord? Sur le plan clinique, bien sûr, sur le plan clinique, on a quelques données cliniques qui nous permettent de supposer qu'il y a eu une ovulation. Bien sûr, on a surtout des syndromes intermenstruels. D'accord? Le syndrome intermenstruel, c'est quand vous avez une petite métrorragie. D'accord? C'est des petites gouttes que la femme retrouve aux alentours du 14e jour. D'accord? C'est des petites métrorragies per-ovulatoires. Là, vous pouvez dire qu'il y a eu une ovulation. On a aussi la gêne ou bien des douleurs dans le bas-ventre, d'accord, souvent latéralisées. Là, bien sûr, c'est toujours au 14e jour. Là, vous pouvez supposer, et bien sûr, c'est difficile de dire que réellement c'est une ovulation. On a aussi les tensions mammaires à ce moment-là et les petites prises de poids transitoires à ce moment-là. Parce que c'est surtout les hormones. Ce qu'on a très important, c'est ce qu'on appelle la courbe ménothermique, d'accord, ou bien la courbe de température. Il faut savoir que la sécrétion de la progestérone, d'accord, elle nous augmente la température. Bien sûr, ce n'est pas une augmentation très importante, mais une augmentation assez conséquente de 0,3 à 0,5 degrés. Ça veut dire comment elle va faire la femme. Dès le début du cycle, elle va prendre, bien sûr, sa température. Idéalement au réveil. D'accord? À la même heure, au réveil. Elle va la prendre tout au long, bien sûr, du cycle.
Et là, s'il y a la formation du corps jaune, ça veut dire qu'il y a eu ovulation, d'accord? Alors, on aura une sécrétion de la progestérone. Alors, vous aurez, après l'ovulation, d'accord, vous aurez un décalage, d'accord, de la courbe de température. D'accord? Vous aurez ce décalage. Dès le début, la femme commence chaque jour, elle prend sa température au réveil, de préférence. D'accord? Et là, dès que la progestérone elle est excrétée, on aura un petit décalage, d'accord, de 0,3 à 0,5 degrés. Là, on aura cette courbe de température. Si elle est biphasique comme ça, d'accord, ça veut dire qu'il y a eu la sécrétion de progestérone à la deuxième phase, d'accord, alors on est sûr qu'il y a eu une ovulation et il y a eu la formation du corps jaune. Bien sûr, on l'utilise en pratique, c'est très facile et ça ne coûte rien du tout. D'accord? Là, on aura une courbe biphasique, bien sûr, un plateau au minimum de 10 jours. Bon, ici, on aura un plateau, puis après, il va y avoir un retour vers, vers les températures avant la fécondation. Bien sûr, c'est un moyen peu coûteux d'apprécier l'existence d'une ovulation et la qualité d'un corps jaune. Si vous avez euh, euh, une, euh, une courbe qui n'est qui n'est pas biphasique, ça veut dire une courbe où on n'a pas ce décalage-là, là, alors on se dit qu'il n'y a pas eu d'ovulation. D'accord? Là, c'est un outil, bien sûr, qui nous permet de faire facilement, de dire qu'il y a eu le diagnostic d'ovulation. Bien sûr, on a aussi le changement de l'aspect de la glaire cervicale, comme je vous l'ai expliqué. Bien sûr, ça devient plus abondante, transparente et filante entre les doigts. D'accord? Bien sûr, au moment de la période, bien sûr, au moment de la période d'ovulation. Comme ici. D'accord? Elle devient bien sûr très humide et transparente et très filante. Bien sûr, c'est difficile parfois la femme d'aller chercher cette glaire-là au niveau cervical. Là, c'est un deuxième signe qui nous dit qu'il y a eu une ovulation. Quand il y a une bonne imprégnation au niveau de ce col-là, là, on peut se dire qu'il y a eu une ovulation. Mais du moins qu'il y avait une très bonne imprégnation en oestrogène. On peut utiliser bien sûr la cytologie et l'histologie. Bien sûr, la cytologie vaginale, c'est d'aller chercher les cellules vaginales, d'accord? Bien sûr, au lieu d'avoir des cellules eosinophiles, au moment de l'ovulation, on aura des cellules basophiles, d'accord? Parfois, c'est la biopsie de l'endomètre, bien sûr. Au lieu d'avoir un endomètre prolifératif du début du cycle, il va se proliférer, on aura un endomètre sécrétoire. Ça veut dire qu'il est riche en glandes et il est de type sécrétoire. Ça nous indique une bonne, bien sûr, imprégnation en œstrogène. D'accord? Bien sûr, là, c'est comme on fait un frottis. D'accord? Sur le plan biologique, généralement, actuellement, on utilise, bien sûr, la biologie pour, bien sûr, dire est-ce qu'il y a une ovulation ou pas. Surtout, actuellement, on a des tests qui nous permettent de dire est-ce qu'il y a eu ou pas d'ovulation. Bien sûr, on a les tests urinaires d'ovulation qui sont disponibles en pharmacie. Il y a beaucoup de tests, mais c'est juste pour vous montrer. Bien sûr, c'est un test urinaire. Aux alentours du 14e jour, la femme, elle va faire ce test-là. C'est comme le test de grossesse.
Mais là, c'est un test d'ovulation. Bien sûr, ce test-là, bien sûr, réellement, il va tester, il va nous rechercher la LH au niveau urinaire. D'accord? La LH au niveau urinaire, pour dire que est-ce qu'il y a eu ou pas d'ovulation. Quand vous avez, bien sûr, euh, là, on a les lignes, c'est pour vous expliquer. C'est le même principe que pour la grossesse. Bien sûr, la grossesse, c'est la CG. Mais là, vous aurez cette ligne-là, la ligne de contrôle. D'accord? Quand elle est positive, ça veut dire le test, il est réussi. D'accord? Si, bien sûr, il n'y a pas cette barre-là au niveau test, d'accord? Là, ça veut dire que ce matériel-là, il est défectueux. Il faut le refaire avec un autre, bien sûr, un autre test. Puis, vous avez la barre ici qui va vous dire est-ce que c'est positif ou pas. C'est la même chose que pour la grossesse. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont cette barre-là qui n'est pas très colorée, d'accord, elle est claire, ils vous disent non, c'est pas positif. Mais c'est faux. S'il y a cette barre-là, la coloration, soit en clair ou bien de la même couleur que la ligne de contrôle, là, c'est positif. D'accord? Et quand il y a absence, c'est un test négatif. Là, bien sûr, il n'y a pas eu d'ovulation. Et généralement, c'est un bon test qu'on utilise, bien sûr, dans la pratique quotidienne. C'est un très, très bon test. Et même s'il a un petit coût, mais ça nous renseigne sur l'état d'ovulation. Bien sûr, on peut l'utiliser pour optimiser les chances d'avoir une grossesse. Le, L'autre l'autre examen qui peut nous permettre une ovulation, mais c'est très très difficile, c'est l'échographie, parce qu'il faut avoir un monitorage folliculaire. Presque chaque jour ou bien chaque 48 heures, vous devez faire une échographie à la patiente. Bien sûr, là, je vous ai dit le follicule dominant bien de 2 graphes. Là, vous pouvez le voir à partir de 10 mm. Il apparaît à l'échographie. Et bien sûr, quand il y a une ovulation, vous allez avoir la disparition de ce follicule et un liquide qui va se former au niveau du Douglas. Bien sûr, on aura l'aspect de l'endomètre en cible aussi. Bien sûr, ça, c'est un peu exagéré. C'est juste pour vous montrer les follicules, d'accord? Mais là, c'est pas des images réellement de follicules de Degraaff, mais des ovaires euh, des ovaires polykystiques. Là, c'est ce qu'on appelle la forme des follicules qu'on peut avoir. Alors, par exemple, à J13, j'ai ce follicule-là, et à J14 ou bien à J15, il va disparaître. Ça veut dire qu'il nous a donné un ovule, d'accord, et il s'est transformé en corps jaune. Là, on est sûr qu'il y a eu une ovulation. À la cilioscopie, comme je vous ai montré l'image, mais il faut savoir que c'est très très rare qu'on passe à la cilioscopie pour avoir un diagnostic d'ovulation. D'accord? Là, c'est juste des images qui ont été prises. C'est pour vous montrer, d'accord, cette ovulation. Voilà l'ovule à la fin, comment il est expulsé. Pour les signes cliniques des troubles de l'ovulation, qu'est-ce qui va nous orienter? Quelqu'un a activé son micro qu'il. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter pour l'échographie. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter pour l'échographie? Bon, pour l'échographie, c'est pour juste vous montrer. Je vous ai dit, voilà, par exemple, vous avez un follicule ici, d'accord? Et 2 jours après, quand je refais l'échographie, parce que bien sûr, je le fais au 14e ou bien au 15e jour après l'ovulation,
et bien sûr, il va disparaître. Je ne vais plus voir ce follicule. Quand il a disparu, ça veut dire qu'il y a eu une excrétion de l'ovule. Ça veut dire qu'il y a eu une ovulation. C'est ça le signe échographique. D'accord? Si vous avez vu quelque chose et ça a disparu, ça veut dire qu'il a ovulé et il s'est transformé en corps jaune. Là, c'est pour la célioscopie, mais généralement, on ne fait pas la célioscopie pour, bien sûr, voir l'ovulation. Pour les signes cliniques des troubles de l'ovulation, d'accord? Bien sûr, généralement, c'est l'absence de grossesse. Il y a un couple qui vient, il va vous dire, ça fait au moins une année qu'on essaie d'avoir une grossesse, mais on ne réussit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Mais c'est un signe. C'est un signe, soit il y a un problème d'ovulation, soit il y a un autre problème. Bien sûr, lorsque un couple consulte pour une infertilité, l'une des premières questions que se pose le médecin, y a-t-il une ovulation ou pas? Bien sûr, plusieurs signes cliniques peuvent faire évoquer l'existence de troubles de l'ovulation. On a des dysovulations ou carrément une anovulation. Dysovulation, ça veut dire on a une ovulation et bien sûr d'autres cycles où on n'en a pas. Bien sûr, la rareté ou l'absence d'ovulation se traduit par la survenue de cycles irréguliers. D'accord? Qui dit cycle irrégulier, des sécrétions hormonales, bien sûr, irrégulières. Bien sûr, ces cycles-là ont tendance à être longs, généralement plus de 35 jours, parfois même 40 à 45 jours. C'est ce qu'on appelle la spanioménorrhée, voire même une absence totale de règles. D'accord? C'est ce qu'on appelle une aménorrhée. Et bien sûr, l'autre signe, c'est l'infertilité. C'est bien sûr la difficulté ou bien l'absence d'avoir une grossesse. Pour les étiologies des troubles de l'ovulation, ces étiologies, on va les voir au fur et à mesure des cours, d'accord? Il faut savoir que 35% des infertilités d'origine féminine sont expliquées par un trouble de l'ovulation. C'est surtout le syndrome des ovaires polykystiques. C'est comme l'échographie que je vous ai montré, d'accord? On a aussi l'hyperprolactinémie. Quand vous avez une hyperprolactinémie, il y a une inhibition, bien sûr, des hormones. Les causes hypophysaires, comme les causes tumorales ou malformatives. On a des causes hypothalamiques, les causes congénitales. Tout ça, on va le voir surtout dans le cours des aménorrhées. Bien sûr, soit tumorales ou des malformations. On a aussi les insuffisances ovariennes primitives, bien sûr, les anomalies chromosomiques comme le syndrome de Turner, d'accord, ou bien en mosaïque, le syndrome de Turner mosaïque. Et bien sûr, la ménopause précoce, ça, on les verra dans les cours des aménorrhées. Mais il faut juste vous mettre dans la tête qu'il y a beaucoup de syndromes qui nous donnent, bien sûr, une aménorrhée et une anovulation. Bien sûr, on peut avoir des causes supra-hypothalamiques, des causes surtout psychogènes ou nutritionnelles, comme l'anorexie mentale, les tumeurs ovariennes, les pseudo-hermaphrodismes masculins. Généralement, c'est des sujets qui ont un génotype masculin, mais un phénotype féminin. D'accord? C'est à cause, bien sûr, d'une anomalie des récepteurs à la testostérone. Soit ils sont absents, soit ils sont défaillants. D'accord? Alors, la testostérone, elle n'agit pas et ça vous donne un phénotype féminin. Bien sûr, là, on a une absence de l'utérus et des ovaires. Alors, on n'a pas, bien sûr, d'ovulation. Là, c'est des syndromes qu'on va voir, bien sûr, dans les cours. Bien sûr, on a les endocrinopathies, d'accord? Surtout ce qui concerne la thyroïde, d'accord? Et bien sûr, les glandes surrénales. Et on a bien sûr des anovulations idiopathiques. Généralement, quand on ne retrouve pas une étiologie, on les classe bien sûr comme idiopathiques.
Les classifications de l'OMS, ben, c'est juste pour vous situer un peu, parce que c'est une classification qui est ancienne et il n'y a pas de nouvelles, d'accord? Classe 1, c'est des anovulations d'origine centrale. 2A, c'est des anovulations ou bien des ovulations eugonadotropes, idiopathiques, folliculogenèse inadéquate. On a 2B, c'est des syndromes des ovaires polykystiques. Et 3, c'est les insuffisances ovaires. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a cette classification, mais on ne l'utilise pas réellement. D'accord? Les traitements des troubles de l'ovulation, bien sûr, le traitement est celui de la cause du trouble de l'ovulation. Il s'agit habituellement d'une induction de l'ovulation, parfois d'une chirurgie. Ça dépend de la cause. Mais ça, on va le voir dans le cours des aménorrhées. D'accord? Ovulation et contraception. Là, la contraception, on va faire le cours, mais juste grosso modo, c'est une contraception naturelle, est une contraception qui ne nécessite aucun produit contraceptif, d'accord, mais avec un taux d'échec qui est énorme. Il ne faut pas vraiment utiliser ce genre de contraception. La contraception naturelle, c'est quand la femme, elle sait le moment de son ovulation, elle connaît, pardon, le moment de l'ovulation et elle évite les rapports sexuels pour avoir une grossesse. Bien sûr, elle est moins efficace que la pilule et le stérile. Plusieurs méthodes de contraception naturelle reposent sur la connaissance des signes d'ovulation. Ça, on verra dans le cours de la contraception. Bien sûr, la femme, à chaque fois pour réussir cette contraception, il faut que l'une des méthodes, c'est d'aller chercher cette glaire cervicale et bien sûr la vérifier à chaque fois. D'accord? Bien sûr, un mot sur le corps jaune. C'est une glande transitoire caractéristique de l'espèce humaine. Il faut savoir que en gynéco, d'accord, et en obstétrique, on va toujours vous dire que sur la physiopathe, on va vous parler toujours de supposition ou bien de théorie. Parce que réellement, on n'a pas un modèle animal, d'accord, sur lequel on peut faire des expériences. D'accord? Par exemple, comme on appelle la sensation chez l'être humain, elle est presque unique. Alors, on n'a pas trop d'avancées, d'accord, sur ce domaine-là. Mais on va vous l'expliquer au cours des cours. Et il faut savoir que ça dérange pour les avancées scientifiques. Bien sûr, c'est une glande transitoire caractéristique de l'espèce humaine, glande à double sécrétion avec structure évolutive complexe et régulation adaptée. La durée de vie limitée au cours du cycle menstruel, rôle important au début de la grossesse. Sa formation fait suite à l'ovulation du follicule dominant. La formation du corps jaune. Sa formation fait suite, bien sûr, à l'ovulation sous l'action de la LH. On distingue deux zones. Une zone paralutéale constituée de cellules périphériques inchangées issues de la thèque interne, petites cellules lutéales ou cellules paralutéiniques, et une zone lutéale constituée de cellules centrales hypertrophiées issues de la granulose. C'est des grandes cellules lutéales ou cellules lutéiniques. D'accord? Comme ceci. Bien sûr, je vous ai dit que on l'appelle le corps jaune parce que macroscopiquement, il donne bien sûr une couleur jaunâtre. La stéréogenèse lutéale et sa régulation. Il existe dans l'ovaire une continuité de fonctionnement des cellules stéréogenèse folliculaires et lutéales. Les cellules lutéales synthétisent la progestérone, mais aussi le stradiol par aromatisation. La cellule paralutéale synthétise davantage d'androgènes. La lutéolyse, bien sûr,
les cellules centrales du corps jaune expriment les antigènes d'histocompatibilité majeure à partir de la moitié de la phase lutéale. Cette expression donne le signal d'initiation de la lutéolyse. Après involution, le corps jaune donnera naissance au corpus albicans. Bien sûr, ça, c'est le stade ultime de son développement. En cas d'implantation de l'œuf, bien sûr, le corps jaune va se transformer en corps jaune cyclique, d'accord? Pardon, en corps jaune gravidique, parce qu'il y a la grossesse. D'un corps jaune cyclique qui dure 10 jours à un corps jaune gravidique. Il peut, bien sûr, il peut persister jusqu'à la 10e semaine, d'accord? À la 10e semaine de grossesse. Mais généralement, à partir de la 8e, il va disparaître. Mais il peut aller jusqu'à 10 semaines. D'accord? Bien sûr, grâce à l'action de l'ACG. Bien sûr, le rôle lutéotrope et action immunosuppressif de l'HCG. D'accord? Et bon, pour le rôle de ce corps jaune, gravidique, c'est la sécrétion de la progestérone. Puis, pourquoi il va disparaître? Parce que le placenta va commencer à sécréter de la progestérone. Alors, on n'aura plus besoin de ce corps jaune-là. Les dysfonctions du corps jaune, parfois il y a des dysfonctions, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance lutéale. Même s'il y a ovulation et il y a formation du corps jaune, mais il ne sécrète pas assez de progestérone. Alors, on aura une insuffisance pendant cette phase-là en progestérone. D'accord? Bien sûr, on a les syndromes du follicule lutéinisé non rompu. Bien sûr, on aura la formation du corps jaune, mais on n'aura pas eu une, euh, euh, une rupture. D'accord? Ça veut dire qu'il va, bien sûr, nous donner parfois même un kyste du corps jaune qui peut avoir une taille énorme. On a le corps jaune hémorragique, généralement quand il y a eu l'ovulation, d'accord? Et après la formation du corps jaune, il y a bien sûr persistance de petits vaisseaux qui vont bien sûr nous donner du sang qui va se collecter au niveau de ce corps jaune-là. Et on a aussi les lutéums. Les lutéums, c'est surtout au cours des grossesses, on a des kystes géants, d'accord, de ce corps jaune-là qu'on appelle les lutéums. Là, c'est généralement les aspects de la dysfonction de ce corps jaune-là. Pour les conséquences cliniques, quand il y a une dysfonction, c'est généralement l'infertilité, d'accord, quand vous n'avez pas surtout la progestérone qui est bien sécrétée après l'ovulation, d'accord, là, vous n'allez pas avoir un maintien de la grossesse. Alors, bien sûr, il y a perte de ces grossesses. On a aussi les syndromes prémenstruels qui sont aggravés. On peut avoir des acnés prémenstruels. On peut avoir des pathologies mammaires bénignes à cause de cette sécrétion défaillante. Et on peut avoir des dystrophies ovariennes, d'accord? Et bien sûr, surtout des troubles du cycle. Quand il n'y a pas, bien sûr, cette progestérone-là, on aura tendance à avoir des cycles courts. Il va y avoir apparition des menstruations, d'accord, juste après l'ovulation, à cause, bien sûr, de cette chute de la progestérone. En conclusion, bien sûr, une meilleure connaissance de la physiologie de la folliculogenèse et de l'ovulation et du corps jaune est fondamentale à la compréhension des implications cliniques, essentiellement en matière d'endocrinologie gynécologique et troubles de la fertilité. Et je vous remercie.
Vos questions, s'il vous plaît. La phase de lutéal, elle est de 14 jours. 10 jours, c'est la persistance du corps jaune. Le corps jaune, il a une vie de 10 jours. D'accord? Non, dans les cycles courts, je vous ai dit ce qui est constant, c'est la phase lutéale. La phase folliculaire, elle est, bien sûr, attendez, je vais 2 minutes pour ne pas avoir une taille importante. J'aurais dû enregistrer les deux cours